Bonjour Mireille Moyer. Bonjour Myriam. Alors, je suis très heureuse de t'avoir à l'occasion, bien sûr, du 8 mars, hein, donc cette grande journée internationale des droits des femmes. Alors, pour nous, c'était important de t'avoir puisque tu es une femme politique, entrepreneur, tu es une femme engagée internationalement, on peut le dire clairement, beaucoup notamment sur tout le continent africain. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais déjà te demander de te présenter, Mireille. Bonjour, je suis Myriam Ouellet. J'ai un parcours de 20 ans de carrière dans le commerce international. Je suis une femme qui a été en haute responsabilité au sein d'une formation politique en France. Je suis aussi la seule femme française avec des origines africaines qui se soit présentée à la candidature à la présidence d'un des plus grands partis politiques en France. Et aujourd'hui, depuis 2017, je me suis focalisée sur mon entreprise qui a pour but qui est dans les relations publiques et relations institutionnelles, chercheur de fonds d'investissement et facilitateur aussi de projets. Très bien. Alors, c'est vrai que tu as un long parcours, on pourrait passer des heures et des heures, mais il y a tellement de choses à dire aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne savent pas, nous, on a eu la chance déjà un petit peu de collaborer. Tu as participé à certains de mes événements, notamment sur le salon du coworking, puisque clairement, on peut le dire, hein, tu es une femme très engagée, très solidaire, très active, et il était normal que tu sois sur notre événement, puisqu'il y avait tout un village international et tu représentais justement cette femme collaborative, cette femme qui mettait en avant les différents continents entre la France, j'ai même envie de dire entre l'Europe et l'Afrique. Alors aujourd'hui, c'est une journée extrêmement symbolique, c'est le 8 mars, c'est un 8 mars assez exceptionnel puisqu'on est dans cette crise sanitaire, cette guerre sanitaire, on peut le dire clairement. Donc moi, j'ai envie de te dire déjà, Mireille, puisque je t'ai pas eu depuis un petit moment, comment toi, tu as vécu toute cette vague, en fait, ce confinement et cette ambiance de couvre-feu en tant que femme? Je ne l'ai pas vécu comme une grande vague dans l'ordre du tsunami. Je ne l'ai pas vécu comme une vague qu'on va à la plage. J'ai eu peut-être quelques petites légères turbulences qui sont égales à tout à chacun. Mais comme je suis une personne qui anticipe, parce que quand on est dirigeant, on doit avoir une vision, des ambitions et déjà prédéfinir un certain nombre de choses. Je n'ai pas été impactée au point où je peux dire que ça a été la plus mauvaise année de ma vie. Et je ne peux pas dire parce que je me souhaite encore de longs jours sur Terre, donc je ne sais pas quel sera mon prochain. Est-ce que ton activité professionnelle, du coup, elle n'a pas été forcément impactée du fait de ce que tu viens de me dire? Tu as travaillé de manière assez normale, du coup. J'ai travaillé de manière assidue, toujours avec la même cadence. Cela est raison parce que, effectivement, comme tu l'as dit au précédent, je suis internationale sur les 5 continents, parce que, en ma qualité de dirigeante, je dois avoir anticipé un certain nombre de choses et réajuster en fonction des impondérables, des imprévus et des aléas qui nous surviennent. Après, en tant que, effectivement, femme dirigeante, femme politique et chef d'entreprise, j'ai plus que 3 vies. J'ai même plus qu'un chat où on dit il a 7 vies. Donc, ce qui fait que j'ai Ouais. passé beaucoup de temps en 2020 à remettre de l'ordre dans chacun de mes profils, qui sont mes images clients, et pour lequel je les ai extrêmement entretenus et j'ai continué à semer, c'est-à-dire à travailler. Et quand on travaille, on sème. Et après la semence, on regarde s'il y a de la floraison. Alors oui, c'est vrai, parce que moi, je vois que tu es extrêmement très actif sur les réseaux sociaux. Et en effet, j'ai pu voir que durant toute cette période, tu as beaucoup voyagé, notamment en Afrique. Oui, j'ai voyagé parce que mon statut professionnel me le permet et donc ne me situe pas à un niveau impérieux et que j'ai voyagé effectivement dans le cadre de mes activités professionnelles parce que soit j'y avais des rendez-vous, soit j'y étais invitée. D'accord. Bon, bah
Bon, bah, c'est très bien, tu n'as pas changé, tu as toujours été autant active, même pendant cette période de crise sanitaire. Tout à Alors, fait. voilà, tout à fait. Alors, on va revenir un petit peu encore une fois à ce sujet quand même qui est cette journée de la femme. Alors, toi, justement, un instant T, toi, Mireille, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la place de femme, ta place de femme, tu es suffisamment satisfaite? Pas du tout. Ah, ben D'abord, je voilà. ne peux pas être satisfaite parce que je suis une personne insatiable avec mon hyperactivité. Et de deux, je ne peux pas être satisfaite que chaque année, on célèbre la journée internationale des droits de la femme. Ça veut dire que nous n'avons toujours pas avancé. On avance d'un iota sur un iota, parce que si ça avait été le cas à pas de géant, nous n'en parlerions déjà de moins en moins. Les droits de la femme, pourquoi ne parlons-nous pas des droits de l'homme? Et parce qu'il y a beaucoup d'aléas, il y a beaucoup de choses en amont et en aval qui manquent, soit par méconnaissance, soit par exploitation. Et ce qui fait que moi, j'ai, dans la perception que j'ai et la vision que j'ai, la vue en perspective, je vois que les femmes travaillent de manière sur une surcouche, pas la sous-couche. Ouais, donc, on ne parle pas de l'originel. Il y a énormément de choses à faire. Chacun est né avec des droits. La femme est née avec ses droits. Et je pense que les droits, je les développerai un peu plus tard parce que je suis Oui. convaincue que tu me poseras la question là-dessus. Ah oui, tout à fait. Et puis je trouve que c'est très fort ce que tu dis parce que évidemment, on parle très souvent des droits de l'homme, effectivement, ces droits universels. Pourquoi on ne pourrait pas dire ces droits de la femme universels? Donc je trouve que c'est intéressant. Peut-être qu'un jour, il serait peut-être temps, peut-être de faire finalement la même chose, de créer. Ben, s'ils ne le font pas, c'est qu'ils sont satisfaits de leur situation. C'est qu'ils s'en sortent beaucoup mieux que la femme. Alors que la femme est beaucoup plus multipolaire que l'homme. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. On est bien d'accord. Alors justement, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on va pouvoir parler de différents thèmes. Là, je vais parler justement de toi, cette femme politique et surtout cette femme entrepreneur. Justement, on parle des égalités entre hommes et femmes, et quand on parle évidemment des revenus, notamment, on a encore beaucoup de travail, mais pas que ça, hein, même en matière d'investissement, quand on veut accompagner les femmes en matière de levée de fonds, on voit qu'il y a quand même encore pas mal de fossés, mais s'il y a des évolutions qui ont été apportées. Et pourtant, voilà, c'est vrai que ce combat dure depuis de fortes années. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, qu'aujourd'hui encore, il y a cette problématique? Au préalable, je ne parle pas d'égalité parce qu'on n'est pas de même genre. Donc, Donc, toi, tu fais pas. D'accord, non, mais c'est intéressant. je préfère utiliser le mot équité. D'accord. Secondement, toutes les institutions, les administrations, toutes les strates de notre société ont été établies par qui? Par des hommes. Donc, les assemblées constitutives, les règlements intérieurs, les constitutions ont été écrites par des hommes. Donc, déjà, si on pouvait penser de se dire que ces grandes organisations, quelles qu'elles soient, si elles étaient réécrites selon les droits de la femme, les droits de l'homme, du citoyen, ça changerait énormément. Ou un tiers manque lors de l'écriture de cette chose en assemblée constitutive, ça n'est pas après que tu vas venir mettre des pansements. Donc, je ne sais pas, dans une association, il y a des révisions, vous pouvez faire des amendements, vous pouvez même dissoudre, mais là, à des niveaux institutionnels, nous n'allons pas dissoudre. Mais si on parle au niveau de la société civile, on peut dissoudre en assemblée générale extraordinaire et même au sein d'une société et refonder. Donc, s'il n'y a pas les deux parties ou toutes les parties représentatives présentes à ce moment-là, je ne sais pas, aujourd'hui, la tendance actuelle par rapport à la transformation du monde et de certaines communautés, d'individus et de communautés culturelles,
font qu'il existe des réécritures dans certaines organisations de réécriture où on dit, ben non, il y a une base, cette base-là, il est vraiment, il serait possible, mais vraiment, ça serait trop perturbant de la réécrire parce qu'elle date de 70 ans, 75 ans, et que ça bouleverserait le monde. Mais il y a des choses quand même sur lesquelles il y a certaines parties qu'il faut remanier. Parce qu'à partir du moment où on ne discute que du genre masculin, on ne cite que le genre masculin, parce que dans ces règlements, il n'est pas prévu la femme, les inconvénients de la femme, les inconvénients du père, parce qu'aujourd'hui, il y a des droits de congés parentaux qui ont été étendus en France pour les droits du père, mais ça, ce sont des aménagements. Ce sont des aménagements qui ne rentrent pas en compte de ces institutions. Alors, quand tu ne les as pas prises en compte, eh ben, il advient ce à quoi l'on subit aujourd'hui, c'est d'être encore aujourd'hui, à l'aube du XXIe siècle, de se dire « Ah, les droits de la femme ». D'abord, c'est à la femme de prendre ses propres droits. Et aujourd'hui, elle fait face à des hommes, parce qu'effectivement, ce sont eux qui dirigent. Et déjà, il y a combien de femmes dans les COMEX, dans les CODIR, ou même à la tête de simples associations, associations culturelles et de quartier, c'est pour dire le changement qui doit être opéré. Une femme est née de manière innée avec plusieurs capacités. Elle est née comme ça d'elle-même et c'est pas son défaut, mais ce qui parfois agit à bon ou à mauvais escient, c'est selon l'environnement où elle a évolué et sa communauté culturelle. Parce que quand une femme, elle a ça en gène, elle a les caractéristiques d'être solidaire, d'être ambassadrice. C'est bien pour ça que les organisations mondiales la sollicitent en tant qu'ambassadrice dans le cadre de conflits armés, d'ambassadrice pour la paix, mais ça ne va pas au-delà. Alors qu'elle est pluridisciplinaire, alors qu'elle est déjà manager dans son propre foyer, dans sa propre vie, dans ses propres choix de vie, mais elle a de manière innée les caractéristiques de protéger, de garantir, de faire grandir. Et cela, aujourd'hui, dans notre modèle de vie, dans notre modèle de société où nous sommes aujourd'hui, ça n'est pas quelque chose d'acquis. Ça n'est pas quelque chose qui va de soi. Et c'est pour ça qu'on a, le déroulement de la vie tel qu'il est aujourd'hui. Oui, mais lui n'a pas ces caractéristiques de devoir éduquer, de devoir protéger, de devoir élever. Tout à fait. Il cherche à s'élever lui-même en groupe communautaire genré. Mais la femme, elle élève celui qui est son enfant, qui demain deviendra un homme. Et à la fin de notre interview, je te lirai un très court texte, si tu me le permettras. Bien sûr. Et là, de toute façon, c'est vrai qu'on est en train de parler de quelque chose d'extrêmement symbolique, mais c'est vrai que maintenant, si on revient à la société actuelle, donc comme je te disais, là, on parlait par exemple des salaires à l'embauche, par exemple. Là, il y a aussi des différences. De quelle manière on peut encore améliorer? Excuse-moi, mais la plupart des dirigeants des grandes multinationales, déjà, j'ai bien dit des dirigeants, je n'ai pas dit dirigeants. Ah, quand tu as de plus en plus de femmes dans les CODIR ou les COMEX qui deviennent les dirigeantes de ces filiales ou des grandes multinationales, eh ben, c'est surprenant de voir qu'au niveau des ressources humaines, eh ben, il y a un rehaussement des émoluments de la femme. Mais quand ça reste géré par un homme, bah, dès que ça devient médiatique, cette période de reparler systémique des droits de la femme et tout, bah, tout d'un coup, on dit oui, c'est pas bien, il faut qu'on réévalue. Mais l'année prochaine, on leur dira encore.
En fait, tu veux dire que le combat, de toute façon, il est éternel, il n'arrête pas. C'est vrai qu'il n'y a pas encore très longtemps, on avait fait un sujet, bien sûr, c'est encore à l'occasion, bien sûr, des violences faites aux femmes. Ça s'est multiplié pendant le confinement. Donc, ça montre bien que, encore une fois, au-delà des droits, il y a aussi ce problème des violences. Donc, c'est un combat qui est quand même perpétuel d'une certaine manière. C'est perpétuel parce que l'être humain est né avec des gènes. L'être humain a été élevé, a grandi, a perpétué, a transmis un certain nombre de choses, qu'elles soient bienveillantes ou malveillantes. Donc, si tu dis à une génération donnée, je coupe là pour éviter de gangréner parce que j'en ai assez, l'année prochaine, j'ai pas envie que ça revienne encore sur le tapis, c'est bien beau, mais ça va toujours renaître parce que au fond de cette personne, c'est comme ça. Donc, si tu ne changes pas tout l'écosystème et que si tu ne fais pas ce processus de le faire en même temps, c'est pas on dit toi tel organisme tu vas commencer là, toi telle institution tu vas commencer dans 2 ans, toi l'administration l'autre va te dire moi en ce moment je peux pas, on va te dire on le met au calendrier dans 3 ans. Ben non, parce que du coup rien n'est synchronisé. Donc comment voulez-vous atteindre l'objectif et en même temps? Il y a encore du travail. Il y a du travail, il y a du travail. Bon, on va rester quand même positif. Alors maintenant, je vais m'intéresser aussi à ton profil, Mireille. Toi, tu es vraiment une femme internationale. Tu as voyagé dans le monde, dans les différents continents. Tu me le disais, vraiment, tu travailles sur les 5 continents. Il y a eu des moments où tu ne dormais pas parce que tu répondais quasiment à tous tes appels. Tu dois avoir déjà un avis intéressant sur la société en général, la société, c'est-à-dire la place de la femme dans différents continents, en fait. Est-ce qu'on peut le dire clairement qu'il y a vraiment des distinctions, des vraies différences face justement au combat des femmes, face aux possibilités qu'elles ont, alors ces ouvertures, notamment si on doit comparer la place de la femme en Afrique ou en Europe, est-ce que on peut clairement se dire qu'il y a encore plus de travail en Afrique ou finalement pas du tout? Non, pas du tout, pas du tout. Ah ben voilà, c'est très intéressant ce que tu dis. Par rapport à l'Afrique. Il ne faut pas oublier que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Il ne faut pas oublier qu'il y a des milliers d'années en géologie, l'Asie faisait partie du continent Afrique. Si je distingue ça, si j'appuie là-dessus, c'est qu'au niveau de l'Asie, tu as beaucoup de femmes qui sont hautes dirigeantes, mais surtout dans des sociétés au niveau industriel. Et elles sont billionnaires, multimilliardaires, etc. Au niveau de l'Afrique, tu as beaucoup de femmes qui sont hautes dirigeantes dans les institutions mondiales, dans les États, au niveau des gouvernements, et qui n'ont pas des postes ministériels qui sont directement rattachés à la femme. Il y en a qui sont premiers ministres. Tu vois, même là, je ne suis pas à polémiquer sur le débat actuel en France sur l'écriture inclusive, mais on dit Premier ministre, tout comme on dit, selon le protocole diplomatique, on ne dit pas une ambassadrice, on dit un ambassadeur, madame l'ambassadeur. Elles sont donc aussi à des postes clés du gouvernement. Et il ne faut pas oublier que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la femme est son propre chef d'entreprise dans son foyer. Chaque personne qui constitue ce foyer-là a une répartition de tâches et de rôles. Mais c'est sa voix qui prime, même sur celle du mari, parce qu'elle y passe plus de temps, parce qu'elle est multipolaire. En Afrique, quand je vois aujourd'hui qu'il est médiatisé, que c'est le continent de la résilience, qu'on s'étonne du niveau entrepreneurial de la femme, ça me fait sourire. Ça me fait coincer les zygomatiques parce que l'Afrique, c'est quoi? C'est un continent où les gens n'ont pas eu la possibilité, sur un plan scolaire, d'aller très loin. Et donc, ils sont nés entrepreneurs. C'est génétique. Pour survivre, pour leur subsistance, ils sont obligés de se débrouiller. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le continent de la débrouille. Donc, quel que soit le genre, c'est ainsi. C'est ainsi, l'enfant en bas âge, il le fait. Donc, et culturellement, donc du coup, ça n'est pas un choc et on ne dit pas une privation des droits, des devoirs et tout. Parce que si tu fais ça,
l'enfant va se nourrir comment? Puisque déjà la famille est nombreuse, que le père a des arriérés de revenus très souvent quand il travaille dans le privé ou dans l'administration publique. Et donc, c'est pour cela que la femme, dont sa première entreprise est sa cuisine, c'est la raison pour laquelle elle sort son métier à l'extérieur et qu'elle fait des petites échoppes, des petites étals au bord des rues de manière informelle. Donc, elles sont entrepreneurs nées, elles sont résilientes nées. Et ça, c'est en fait, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les IDE, qui est l'acronyme de investissement direct étranger, qui sont ni plus ni moins que les transferts d'argent que la diaspora envoie. Aujourd'hui, la diaspora, non, de tout temps, la diaspora est décrite comme une personne d'un pays qui est sortie de son pays. Si je parle de moi, je ne suis pas diaspora parce que je suis née en France, j'ai toujours vécu en France. Par contre, je suis enfant de diaspora et à un niveau institutionnel, aujourd'hui, on nous appelle la 6e région d'Afrique. Parce que c'est nous qui envoyons des fonds, c'est nous qui permettons d'augmenter le PIB du pays. Et plutôt que de donner ces fonds-là à nos mères, à nos sœurs qui en ont besoin pour le maintien du foyer, il faudrait alors changer, parce que du coup, c'est juste des besoins matériels domestiques et primaires basiques. Il faudrait les transformer de dette en investissement. Et donc, faire évoluer ces femmes-là d'un métier informel à un statut formel. Et si tu arrives à faire cela, ça veut dire que tu changes tout l'écosystème. Parce que cette femme va rentrer chez elle en ayant créé de la richesse et de l'économie. Son mari va être fier. Elle va pouvoir permettre à la subsistance du foyer sans tout le temps demander à son conjoint l'argent de la popote 2 ou 3 fois par jour. Et il dit, mes femmes, je t'ai déjà donné l'argent le matin. Qu'est-ce que tu en as fait? Elle pourra payer les cahiers et la scolarité de ses enfants. Et ensuite, avec son échoppe qu'elle va transformer en économie formelle, eh ben, elle pourra s'enregistrer officiellement. Donc, ça sera une véritable entreprise. Ça serait une véritable fierté pour elle. Et ce sont des entrepreneurs nés. Et voilà comment on lance la création d'emplois, la création d'économies, de richesses et de fierté aussi, d'être soi et d'être autonome. Mais moi, je ne veux pas utiliser le mot indépendante parce que dans certaines cultures, ça veut dire d'autres choses. Eh bien, écoute, vraiment, c'est toujours passionnant, Mireille, parce que tu viens de me dire des choses juste incroyables. Finalement, tu es en train de me dire que la femme est l'économie, d'une certaine manière. Elle est cette économie, en fait, indirecte. Elle est chef d'entreprise de sa famille, puisqu'effectivement, elle délègue les tâches à chacun. Donc, bravo, bravo, parce que en effet, moi qui pensais, puisque on parle aussi, donc bien sûr cet événement est en collaboration avec cette plateforme de femmes collaboratives, donc bien sûr que ces femmes, finalement, elles sont un peu à la tête de l'économie d'une certaine manière, à la tête de cette économie, et encore plus quand tu parles de l'Afrique, parce que finalement, ces femmes qui cultivent leurs terres, qui préparent ces petits plats, qui ont l'habitude justement d'aller vendre leurs petits produits artisanaux, c'est vraiment peut-être cette première économie symbolique qui fait l'histoire en fait de l'humanité. Certainement. Il y a des communautés culturelles dans certains pays d'Afrique où ce sont effectivement les femmes qui dirigent. Il y a un pays d'Afrique de l'Ouest que je ne vais pas citer, mais les personnes qui écoutent notre intervention reconnaîtront de quel pays il s'agit, où ces femmes, il y a une trentaine d'années, ont décidé d'aller en Hollande pour aller y acheter un tissu donc occidental, qu'elles ont ramené au sein de leur pays et elles ont vendu. Elles sont devenues richissimes. Mais quand je te dis richissimes, millionnaires, milliardaires. Et on les cite encore aujourd'hui, mais pourtant, celles d'il y a 30, 40 ans, certaines survivent encore aujourd'hui. Mais elles ont transmis ça à leurs filles. Dans des fortunes. On les appelle, dans ce pays Afrique de l'Ouest, on les appelle les Nana Benz. Parce qu'effectivement, Nana est un titre honorifique en Afrique de l'Ouest. Très bien. Nana Benz, pourquoi? Parce que quand la Mercedes-Benz est sortie en 70-80, elles ont été les premières à l'acheter. Et puis voilà, elles paradaient partout et elles soutiennent. C'est même le premier soutien économique de ce pays. Incroyable. Que je ne sais pas, mais que beaucoup reconnaîtront. Et là, si tu me permets,
pour revenir à ce que tu venais de dire juste avant, je voulais le dire à la fin, mais je vais le dire maintenant. Je vais dire mon petit texte. L'homme est né d'une femme, il est éduqué par une femme, il grandit avec une femme, il tombe amoureux d'une femme, il épouse une femme, c'est encore une femme qui lui permet de devenir père, c'est elle qui le nourrit, elle est la forêt derrière l'arbre qu'il constitue, et elle est son pilier, son meilleur ami, son soutien, elle le conseille, elle veille sur lui et elle le supporte. Très, très, très beau texte. C'est de toi, Mireille? C'est pas de moi. C'est un extrait. Ah, magnifique texte. Et là, ça englobe tout. Ça englobe tout. Alors, justement, quand tu vois alors je ne sais pas de quand date ce texte, comment se fait-il quand on sait qu'elle est la mère nourricière, elle est la mère, elle est sa moitié, elle est son mentor, elle épouse effectivement tous les métiers. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on est encore en train de parler de cette journée Parce des droits de la femme? qu'aujourd'hui, on est au 20e siècle. Au 19e siècle, ce n'était pas cela. Au 19e siècle, c'était des femmes guerrières, c'était des femmes qui étaient les chefs traditionnels, c'était les femmes qui étaient régentes, c'était les mères des rois, mais c'est elles qui régnaient. C'était les femmes africaines, je te cite le Bénin, avec le royaume de Dahomey, où on parle des Amazones. Ce sont, je te cite la Libye, où effectivement, tu as aussi des Amazones. Donc, c'était les femmes qui étaient au front au 19e siècle, qui luttaient contre les colonisateurs, mais aujourd'hui, dans un siècle qui est dit de la facilité, du développement, ben, c'est devenu autrement. Et surtout parce qu'un grand nombre d'entre elles ont émigré à l'extérieur du continent, et donc se sont mis dans le moule, dans un moule qui n'est pas le leur. D'accord. Donc, tu veux dire que finalement, alors c'est encore un sujet incroyable, hein, ce que tu viens de dire, c'est que finalement, on a tendance à aller effectivement immigrer ou aller chercher autre chose dans un pays en pensant qu'on a une vérité, une réponse à une évolution, et que finalement, non, on perd cette évolution, et que tout se passe d'une certaine manière dans son métier d'origine du fait de l'histoire que tu viens de me dire. Il y a l'évolution, mais il ne faut pas oublier ses cultures. Il ne faut pas oublier ses traditions. Tu as aussi, ici des communautés en France qui bêtent et ongles défendent leur culture et leur tradition. Bien sûr. Parce que tu es différent. Tu viens dans un environnement d'où tu n'es pas né et d'où tes ancêtres ne viennent pas. Donc, il faut arriver à synchroniser cela. Il faut trouver une harmonie entre les deux. Et là, ça passera. Mais tu ne peux pas être quelqu'un de différent et venir dans un autre environnement et te dire, je suis du même moule. Moi, par exemple, je me décris très souvent en disant que moi, je suis une personne hybride. Oui. Parce qu'effectivement, j'ai des ancêtres et des parents qui sont africains, nés en Afrique, venus en Europe, qui m'ont conçu et mis au monde en Europe. Mm-hmm. Et donc, aujourd'hui, effectivement, moi, je suis une enfant dans ma conception, dans ma vie quotidienne, je suis une enfant qui est conçue de 2 continents. Donc, ce qui fait que moi, mon adaptation est totalement naturelle. Bien sûr, par bien rapport sûr. à ceux qui n'ont été conçus que sur leur continent intracontinental. Et si tu prends un exemple d'une femme africaine qui reste intracontinentale, c'est-à-dire qu'elle vient d'un pays d'Afrique et elle migre vers un autre pays, il y a des caractéristiques qui restent. C'est juste les nuances de vie, mais déjà la nourriture, elle va retrouver la même. C'est seulement la cuisine qui va changer. L'habillement, les codes culturels vont changer, vestimentaires. Mais il n'y aura pas de dépaysement, il n'y aura pas de décrochage. C'est en cela. Et si tu n'arrives pas à imprégner cela, ben, tu te retrouves à des cas un peu étranges.
Oui, étrange. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être une solution, et d'ailleurs on le voit de toute façon avec le développement de la mixité, des couples mixtes, ce côté multiculturel qui devient quand même une France aujourd'hui, on peut dire que encore une fois, c'est toujours la femme qui partage assez facilement. C'est la femme qui est toujours prêt à faire plus d'efforts que l'homme finalement, d'une certaine manière. Mais c'est ses caractéristiques. C'est ses caractéristiques de naissance. Elle est C'est née ça. pour éduquer, elle est née pour supporter. Et je viens de te lire le texte et je te l'ai parlé au précédent. Elle est née pour prendre sur soi, pour veiller sur l'homme et Résiliente, supporter et être résiliente, la forêt derrière l'arbre. résiliente. Donc oui, elle est née en étant résiliente, en ayant ses caractéristiques. Mais maintenant, il faut qu'elle fasse euh, preuve d'introspection, il faut qu'elle fasse preuve de dépassement d'elle-même, mais elle ne peut se dépasser que si elle se connaît à l'intérieur et si de l'intérieur, elle extériorise son schéma, son modèle de vie qui doit être, qui doit lui correspondre. Parce que, par exemple, récemment, j'ai eu des discussions avec certaines personnes parce qu'effectivement, sur un plan extérieur, j'ai changé. En un an, j'ai changé là récemment. Et on m'a demandé pourquoi. J'ai répondu à et aux personnes que parce qu'à un moment dans ta vie, il ne faut pas tout le temps ressasser la même chose, démarrer quelque chose, le mettre sur pause ou écouter ce qui se dit autour de toi et de manière démagogique dire bon, ben, moi aussi je fais la même chose. Mhm. Moi, j'ai été jusqu'au bout de mes démarches et je ne suis pas saisonnière. Donc, dans le sens où je ne dis pas quelque chose à telle période de la vie et puis l'année prochaine, je vous redire la même chose à telle période de la vie. Ah Donc, oui, quand tu es dans un environnement, parfois l'environnement ne te convient pas. La place ne te convient pas. Les personnes condition. ne te conviennent pas. Et Mhm. ça, de manière inconsciente, ça agit sur toi. Et si ça agit sur toi, qui est le pilier au sein de la maison, puisque ton mari est plus à l'extérieur du foyer que toi, si toi qui es le pilier de la maison, j'ai pas dit que c'est toi qui portes la ceinture, mais si tu es la femme en tant que Sûr. pilier et que Mhm. tu as des ondes négatives, des choses négatives, déjà ça va interagir sur ton corps en premier lieu et dans ton environnement intérieur. Donc, ce qui fait que ton environnement intérieur est perméable et laisse rentrer des ondes négatives ou des choses qui ne sont pas bien pour l'évolution de toutes les personnes qui constituent ton foyer. Puisque c'est toi qui es à la base de toute la transmission. Tu fais comment? Parce que si toi, tu es la forêt, mais tu es la forêt avec un petit frêle, un petit arbuste, l'arbre derrière, bah, tu ne le protèges pas, puisque tu es la forêt qui est censée l'entourer. Donc, tu ne le protèges pas, tu le rends frigide, et d'ailleurs, tu peux même faire en sorte que, inconsciemment, il y ait des choses qui viennent abîmer, empoisonner la sève de l'arbre. Alors, tu fais comment? Et l'éducation de tes enfants, c'est pareil. Donc en L'exercice, c'est fait, pareil. ouais, ouais. Donc en fait, tu es en train de dire qu'effectivement, bon, c'est aussi le travail de la femme, et c'est toujours cette évolution, cette transformation au quotidien. En fait, il faut tout le temps se transformer. Ça, c'est le propre de l'être humain. Voilà, en général, oui, c'est pas que la femme finalement, oui. Hein. C'est pas Voilà, que c'est la tout le femme, monde, tout le monde. Il faut c'est se tout le monde. transformer au Et c'est toute sa quotidien. vie. Ouais, ouais, ouais. Et peut-être que alors il faut se transformer. C'est ce que tu mets un petit peu. Tu mets ce point et ça m'intéresse aussi. C'est que il y a aussi ce travail qui était peut-être pas à l'époque où tu disais la femme guerrière, la femme amazone, où en fait il y a une remise en question de la femme dans sa paix intérieure, dans sa confiance en soi-même qui est un petit peu perdu parce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus on parle de développement personnel, il y a tellement de programmes autour de ça. Pourquoi, d'une certaine manière, et pourtant on est quand même dans une société voilà moderne, comment se fait-il qu'on a à la fois on évolue tellement vite et à la fois on perd cette confiance et je parle particulièrement des femmes et on le voit encore notamment quand elles sont chefs d'entreprise. Alors là, tu as parlé en globalisation. Donc, Oui. je ne suis pas d'accord avec toi. En tout cas, Ah, on peut ne pas être d'accord sur tout. j'ai des avis Oui, partagés bien parce sûr. que tu as cité, tu as dit oui que pourquoi la femme aujourd'hui elle est comme cela. Mhm. Elle n'est pas pour certaines,
c'est leur environnement. Pour d'autres, ça n'est pas leur environnement. Donc, il y a un schéma d'adaptation, il y a des prismes à avoir, et que si elle ne les met pas en place dès maintenant, comment va-t-elle faire? Et parce que pour la femme africaine, la femme asiatique, la femme d'Amérique du Sud, c'est des modèles ancestraux. D'accord. Tandis qu'en Occident, bon, ben, c'est selon l'évolution du temps, des siècles et du schéma de vie de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, ça dépend de chaque société. Ces trois femmes que j'ai citées, africaines, asiatiques ou Amérique du Sud et Caraïbes, elles ont pertinemment le modèle ancestral qui est dans le marbre, qui est en elles. Ouais, j'ai bien compris. Qui est imprégné en elles. Donc ça, c'est à l'intérieur d'elles. Mais extérieurement, elles sont dans un autre environnement aujourd'hui. Donc, si tu n'arrives pas à faire la compatibilité des deux, bah, tu auras forcément du mal. Maintenant, je ne vais pas dire… Alors, quelle est la formule? Quelle est la formule, justement? C'est intéressant parce que, effectivement, aujourd'hui, il y a tellement de mixité en France, on est en France. Si on doit parler justement de cette nouvelle génération qui se mélange avec toutes ces cultures, quelle est la formule? Est-ce qu'il y a une formule, en fait, d'une certaine manière, entre son histoire ancestrale et cette nouvelle société où on vit? Il n'y a pas de formule propre parce que ça dépend de tout à chacun, de tout être humain. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si tu me dis… Ah ben, Myriam, si moi je te dis Myriam, il faut que tu fasses un régime. Et moi aussi, tu me dis, va faire un régime. Et tu me dis, ah, une telle, elle a fait tel régime, l'autre telle, elle a fait tel régime, et l'autre, elle a fait tel régime. Donc, en fait, tu vas me faire le yo-yo parce que chacune des personnes que tu m'as citées a fait un régime qui correspond à son métabolisme. Mais déjà, moi, on ne peut pas parler de régime parce que pour moi, c'est bloquant, ça veut dire restriction. Et en plus, je veux pas, j'ai jamais accepté de le faire. Et il y a d'autres méthodes beaucoup plus simples et naturel, mais pour ça, il faut être capable de pouvoir le faire. Ça veut dire qu'il faut pas seulement de la confiance, parce que les femmes ne manquent pas de confiance. Pour faire ce qu'elles font, elles ne manquent pas de confiance, mais elles manquent d'assurance. Ah, c'est fort, oui, d'assurance. Comment tu définis l'assurance? Tu es confiante en toi parce que tu connais ton savoir-faire, parce que tu sais que tout ce que tu fais, par exemple, quand tu cuisines, tout le monde dit que c'est bien, tu devrais faire ce métier à l'extérieur, etc. Et pour avoir une source de revenus. Mais l'assurance, c'est de dire que ta cuisine que tu fais manger autour de toi, est-ce que ça va plaire à des inconnus? Toi, tu es sûr de ta cuisine, tu es sûr de ta clientèle, de ton environnement de proximité. C'est l'assurance. Mais tu n'es pas assuré que l'inconnu va accepter, surtout parce qu'il a un palais différent, parce qu'il a un palais qui est plutôt du Moyen-Orient, l'autre qui est de l'Asie, l'autre qui est de l'Afrique. Et voilà. Mais ta cuisine est bonne, elle est bonne. Parce que ceux à qui tu donnes, que tu connais, ce sont toutes ces personnes qu'on a décrites jusqu'auparavant. Bien sûr. Donc maintenant, ça ne peut pas… Et pour savoir, ce n'est pas une formule qui est globale ou qui est segmentée par zone géographique ou par continent. C'est une formule que la personne doit développer en elle-même. Elle doit développer en elle-même en fonction des outils qu'elle a avec elle. Les outils, c'est l'environnement, les personnes, les institutions, les conseils et sa vie à elle. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on a dit aussi au précédent que c'est le travail de toute une vie. Toute une vie. Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est des mots-clés, hein, donc assurance, confiance en soi-même, c'est très important, son histoire, la société, parce que l'entourage, tout est en jeu en fait pour pouvoir justement mieux avancer. Donc c'est vrai que finalement, tu as raison de dire qu'il n'y a pas de formule, chacun a son histoire, personnelle, familiale, culturelle. Donc du coup, on peut pas finalement donner cette formule comme je te demandais finalement. Oui, c'est vrai. Non, parce que chacun a son doigté, chacun a son savoir-faire. Le savoir-faire relève de la propriété intellectuelle. Ces femmes qui mettent des étals partout, je te donne une anecdote. Une fois, j'ai une parente qui m'a contactée en me disant qu'elle voulait faire aussi une petite échoppe. Je lui ai demandé quel est ton projet, quel est vraiment ton objectif. Parce que si c'est pour s'aligner et aligner une nouvelle étale qui sera la sienne, exactement comme les autres, alors que je lui ai dit, bah, si tu mets des fleurs en plastique, si tu mets autre chose, quoi, ou si aujourd'hui tu cuisines ton plat complètement différemment parce que tu as osé faire de l'innovation, de la création,
Ben là, tu vas te distinguer parce que quand on va envoyer quelqu'un aller se restaurer ou aller chercher à emporter au bord des rues, on va dire, ah, mais va chez celle-ci, tu sais, elle fait son poisson comme ça, ou elle a fait une création culinaire, ou tu sais, la dame qui, sur son échoppe, elle vend de la nourriture, mais elle a aussi un petit coin en aparté où elle vend peut-être des déodorants ou des fleurs en plastique. Ben déjà, ça te fait créer une nouvelle clientèle. Parce que Oui, tu es donc une référence. voilà, c'est vrai. Donc en fait, il faut un petit peu se différencier. Voilà, il faut essayer d'être Complètement. toujours dans l'innovation d'une certaine manière. Voilà, toujours Mais dans oui, l'innovation. Voilà, toujours dans l'innovation. Alors, je voulais revenir sur le petit chapitre de la femme africaine. On va le répéter peut-être pour ceux qui n'ont pas forcément entendu. Comme tu expliquais, aujourd'hui, la femme africaine, ça fait depuis très longtemps qu'elle est entrepreneur. Et comme tu l'avais dit de mémoire, je crois que c'est là-bas où il y a le plus de femmes millionnaires, on peut le dire. tout à fait. Ben voilà, C'est le ça, c'est continent qui important. a le plus de femmes hauts dirigeants et plus de femmes millionnaires. Voilà, ça c'est important parce qu'on ne le sait pas. On pense souvent qu'effectivement tout se passe en Europe ou dans les pays occidentaux, mais en fait aujourd'hui la femme a réellement pris sa place d'entrepreneur en Afrique. Non, c'est pas ça, Myriam. C'est qu'en fait, compte euh, euh, tout ce qui est du domaine public, audiovisuel et médiatique est fait d'une certaine manière. Parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on découvre certaines ou certains, on disait, ah, bah celui-là, il existe. Ah, bah celui-là, il a savoir-faire. Ah, bah celui-là. Ah, mais on découvre qu'il a un passé et que ça fait longtemps qu'il est dedans. Parce que de toute façon, on ne devient pas millionnaire, on ne devient pas maître artisan du jour au lendemain. C'est des Bien années sûr, d'abnégation, de sacrifice, de sûr, savoir-faire, bien et sûr, que les échecs ont formé les succès sur la personne, sur l'individu. bien sûr. Donc, et que en plus, comme on est en zone francophone, donc tu ne verras pas ce qui est en zone anglophone ou Tout à fait. lusophone. Il faut prendre il faut t'abonner des médias qui te permettront de les voir. Ou sinon, le meilleur moyen, c'est d'aller sur place aujourd'hui. Oui, oui, oui. Donc en fait, non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, c'est que aujourd'hui on le découvre un peu plus parce que grâce aux médias, aux nouveaux médias, donc on a un peu plus d'actualité sur les différents pays. Mais c'est vrai que en effet, enfin dans les médias de masse, on n'a pas forcément toutes ces informations et du coup, on est peut-être pour certains surpris, mais ça change un peu effectivement avec les nouveaux médias puisque maintenant, on peut avoir des possibilités de se connecter. Et puis même, comme tu parles de voyager, aujourd'hui, c'est quand même plus facile de voyager qu'il y a 20 ans en arrière. Donc, Tout à de fait. Les découvrir un coûts petit peu sont ce qui se passe. moindres, les Bien possibilités sûr. d'hébergement sont beaucoup plus variées, beaucoup plus diversifiées. Et puis, je vais te prendre l'exemple de la France, qui est notre pays. La Bien France, c'est sûr. le rayonnement français à travers le monde. La France, c'est la francophonie. Bien sûr. La France n'est pas détentrice de la francophonie parce que c'est aussi un des États membres de la France. C'est pour ça qu'il y a certains concitoyens qui ont dit franco-français parce que la première syllabe franco veut dire, la première particule veut dire francophone. Bien sûr. Il est à la fois francophone et français. Et donc, si tu remarques bien, on a des instituts français, des alliances françaises sur tout l'espace francophone et même dans des pays francophiles, c'est-à-dire dont Oui. le français n'est pas leur langue d'État, mais ils sont tellement amoureux de la langue qu'ils y sont. Donc, si déjà tu te connectes aux informations de l'Alliance française et tout ça, tu peux avoir ces informations. Si tu as, mais déjà tout est en place. Donc, je ne sais pas pourquoi parfois certains citoyens se lamentent, se complaignent sur des choses qui existent déjà, mais parce qu'il n'a pas été curieux, il n'a pas été en recherche. Parce que s'il avait été en recherche, eh ben, il aurait vu qu'il y a déjà pas mal de dispositifs et que même tout y est. Et je prends à l'exemple du secrétariat d'État Jean-Baptiste Lemoyne, qui est le secrétaire d'État à la francophonie, à la gastronomie, au rayonnement de la France et au tourisme. Donc, si déjà on s'intéresse sur cette voie-là, on va découvrir énormément de choses. Et comme tu l'as dit, il y a tellement de médias, de supports médiatiques aujourd'hui qu'on peut être déjà arrivé à satiété au niveau des informations. Mais autant faut-il être curieux dans le bon sens, curieux à pouvoir s'élever, s'éveiller, se nourrir de manière consciente et prolifique, et pas aller sur des supports de réseaux sociaux qui ne sont là que pour vous faire stagner et même fossiliser.
Bah oui, bah oui. Ah oui, ça c'est encore un autre sujet. On en parlera tout à l'heure justement de quelques réseaux sociaux qui peuvent être un petit peu néfastes justement pour Polluant, les polluants même, voilà, toxique. chronophages, toxiques pour aussi la nouvelle génération, pour nos enfants et clairement pour nos filles en fait. Justement, c'était intéressant ce sujet quand tu me parlais effectivement de la francophonie. Est-ce qu'on peut dire que pour une femme qui voyage dans le monde entier, notamment en Afrique, peut lui permettre justement d'être un peu plus éveillée sur ce qui se passe dans le monde et lui donner justement une forme de liberté, de sentir cette autonomie et d'avoir encore plus confiance en soi? Est-ce que voyager finalement, aller vers d'autres cultures, c'est aussi une force pour réussir son avenir? Alors là, ça s'appelle, il y a deux mots pour cela, qui sont employés à l'école de guerre. Ah, d'accord, Interculturalité et interopérabilité. L'école de guerre, communément, c'est l'école militaire, qui est dans le 7e d'accord, arrondissement à Paris. d'accord. L'interculturalité, c'est l'étude de la société, l'étude des peuples. Et je te prends pourquoi à l'école de guerre? Parce qu'un militaire aujourd'hui, ou une femme qui est nommée par les Nations Unies pour être ambassadeur pour la paix dans les pays à conflit armé, elle est formée là-dedans. Et comme la MINUSCA aussi, qui est le contingent, les contingents des Nations Unies pour l'Afrique, qui sont envoyés dans les pays à zone de conflit armé et zone de guerre. Donc, ces femmes ambassadeurs ou ces militaires sont formées à l'interculturalité, c'est-à-dire à connaître comment le peuple, la culture du peuple. La culture du peuple, c'est pas seulement les objets décoratifs, la lecture et tout, c'est son modèle de vie. Et après, il y a l'interopérabilité, qui est comment on met ça en place. Et c'est ce que font les militaires, et c'est comme ça qu'ils sont acceptés par les citoyens du pays et les villageois. Et la femme qui est dans le contingent de la MINUSCA, ou la femme qui est nommée ambassadeur pour la paix, pour les conflits armés, c'est aussi ce qu'elle fait. Et les hautes dirigeantes, donc les femmes qui sont dans les gouvernements, c'est aussi ce qu'elles font. Mais vous avez aussi des hauts fonctionnaires qui sont formés à cela, puisque les militaires forment la société civile et la société privée, mais très peu l'utilisent. Donc, à partir du moment où tu connais, tu as acquis et intégré ces modèles de société, tu dois être à même, en plus de ta subtilité féminine, de ton petit doigté tout fin, tu dois être à même de pouvoir composer. Tout comme une femme, quand elle cuisine, on dit qu'elle est cordon bleu parce que elle a tellement bien préparé son plat avec amour et avec douceur que c'est comme ça qu'une femme africaine sait tenir son mari. C'est vrai, ça aussi c'est intéressant. Ah, mais de toute façon, toute jeune fille africaine, on nous l'a toujours transmis. On dit, si tu veux te marier, il faut savoir faire cuisiner, comme ça il va rester avec toi. Quel que soit là où il fait ce qu'il va faire à l'extérieur, il reviendra toujours à la gamelle. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est très important effectivement. Et non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup finalement là tu viens de donner deux termes, donc interculturalité, interopérabilité. Voilà, donc en fait, ces éléments sont intéressants parce que du coup, c'est un petit peu de la diplomatie, mais finalement, c'est en fait mieux connaître le pays pour pouvoir finalement davantage travailler avec lui. Donc finalement, c'est important de voyager. Alors effectivement, là, on a affaire à des experts, mais parce que moi, j'ai pu le découvrir lors de certains interviews que j'ai pu faire. Effectivement, très souvent, quand on a fait des interviews avec des femmes qui ont beaucoup voyagé dans le monde, on sent bien qu'il y a une force de femmes engagées et bien sûr, cultiver, mais aussi de partager, de transmettre, en fait, parce que effectivement, de mieux connaître un petit peu d'autres cultures, c'est quand même plus facile d'être accepté finalement. La transmission fait aussi partie des caractéristiques de la femme parce qu'elle transmet son savoir-faire, elle transmet l'éducation, mais l'homme, il te transmet les dossiers. Pour résumer. C'est les papiers, oui. C'est les papiers. Ah oui, mais parce que, attends, la femme a laissé une liste sur le frigo ou sur la porte de l'armoire du meuble de la cuisine. L'enfant, le matin, la maman a dû partir un peu plus tôt au travail. L'enfant se lève, il dit papa, le petit déjeuner. Ah, je sais pas, et tout est écrit. Mais on te dit, suis seulement ce qui est marqué là. Pourtant, quand tu vas au travail, on te donne aussi ta feuille de route, mais quand tu es au travail, tu arrives à l'appliquer. Mais quand tu es chez toi, on te dit
tu mets d'abord le sucre, tu mets d'abord le lait. Ben, je sais pas où c'est. Ben, je sais pas, ta mère, elle est pas là. C'est ça, non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Non, mais c'est vrai, en fait, hein. L'homme est un peu plus pragmatique, il est plus dans les papiers. Et nous, c'est vrai qu'on a cette chance d'être un peu multitâches. Parfait. Mais c'est étonnant, hein, parce que les opposés s'attirent. Le garçon est toujours Ah sous les oui, jupons de sa mère et la fille est toujours du côté de son père. c'est vrai, Mais toujours. quand il devient grand, si la forêt Ça, n'est pas là, ça, l'arbre, hein. là, c'est encore une autre histoire. Mais bon, l'homme est complexe. L'homme, hein, je dis bien, l'homme est complexe. Oui. Alors, justement, revenons un peu sur le sujet des droits de la femme. Si tu avais des sujets pour les points d'amélioration, pour toi, les points forts d'amélioration qu'on pourrait changer dans les années à venir, c'est-à-dire entre 1 an et 3 ans, où il y a peut-être vraiment quelque chose qu'on peut faire, ce serait quoi pour toi? Au préalable, je vais te dire que les choses ont déjà été faites pour le continent africain. Tout, Bon, ça c'est tout a bien. été fait pour le continent africain. Ça c'est Sur le bien. continent africain. L'Union africaine l'a fait, conjointement avec les 54 plus 1 pays de l'Afrique, avec les Nations Unies et différentes autres entités internationales. Et même aujourd'hui, puisque que ce soit une organisation internationale, que ce soit une institution mondiale, que ce soit régional ou que ce soit encore autre, aujourd'hui, la résolution est commune, c'est l'autonomisation de la femme et l'éducation de la jeunesse et l'ouverture aux petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire le secteur privé. Donc, Bon, ils bah, se ça sont c'est très rendus compte bien. qu'ils ne peuvent plus avancer sur quoi que ce soit et qu'ils ne peuvent plus composer seuls. Les institutionnels, les diplomatiques ne peuvent plus. Ils sont obligés Très bien. d'intégrer la société civile. Parfait. Donc, au niveau de l'Union africaine, il y a la stratégie qui est sortie cette semaine d'ailleurs, cette semaine, où tu as, je te l'enverrai, où tu as D'accord. tout y est. Rien ne manque. À savoir aussi que s'agissant de l'Afrique, l'Afrique était en avance sur les Nations Unies parce qu'on ne cite que l'agenda 2030 qui correspond aux objectifs de développement durable, mais il y a l'agenda 2063. L'agenda 2063 sont aussi les 17 objectifs de développement durable. Et ils ont été pensés et écrits dès 2013. Pour les Nations Oh, Unies, c'était en 2015. donc du Mais coup, pourquoi en 2013? Parce que l'Union africaine, anciennement OEAU, je crois, un truc comme ça, l'Organisation des États d'Afrique, de l'unité africaine, a d'accord. été créée en 1963. Oh, En 2013, l'union. en 2013 a été célébré le cinquantenaire. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont créé l'agenda 2063. Et quand je parle de l'agenda 2063 à des personnes qui ne sont pas du continent, on me dit, oh, en balançant la main par-dessus le dos, l'épaule, en disant, bah, toujours en retard, quoi. Non, pas toujours en retard. Les Ivoiriens disent, vous avez la montre, on a le temps. Pas en retard parce qu'en 2063, ça sera le centenaire de la création de l'Union africaine. Voilà pourquoi ça s'appelle Agenda 2063. Et Donc, aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire, et où nous avons parlé de la place africaine au sein du continent, pour la première fois de l'histoire, depuis le 1er janvier 2021, a été créé le marché de libre-échange. Donc, en fin de compte, le marché commun intracontinental, donc qui est l'équivalent de l'Union européenne en Occident, qui est l'équivalent de l'ASEAN, de la communauté de certains États membres, Asie-Pacifique et Asie du Sud-Est de l'Asie, à ne pas oublier que l'Inde fait partie de l'Asie, et donc l'ASEAN, c'est son équivalent, et au niveau des États-Unis d'Amérique, puisque la zone Amérique du Nord a aussi son côté, la zone Amérique du Sud avait aussi son marché commun. Il ne restait qu'à l'Afrique d'avoir son marché commun intracontinental, c'est fait. Donc, incroyable, c'est incroyable. plutôt que de te donner des exemples, des idées de choses qui pourraient être faites,
Je te dis, tout a déjà été fait. Il existe même une organisation dont l'acronyme, c'est AWLN, et le nom complet, c'est African Women Leadership Network, et où dedans, et cette organisation est rattachée à l'Union africaine, et cette organisation regroupe toutes les femmes les plus puissantes et les plus hautes dirigeantes de l'Afrique. Ah oui, donc en effet. Et à la tête, tu as Ellen Johnson Sirleaf, que tout le monde connaît, qui est l'ancienne présidente du Libéria et une des premières chefs d'État africaines. Ah bah écoute, bravo Mireille d'être autant informée. Sans oublier que si tu veux parler de la femme collaboratrice et mettre l'accent sur la femme africaine, n'oublions pas le 31 juillet, qui est la journée internationale de la femme africaine, qui a été initiée par Awa Keïta, qui était franco-malienne, qui a refusé de laisser, qui a abandonné sa nationalité française pour rester que malienne parce qu'elle avait des convictions qu'elle portait. Elle est allée à l'Union africaine devant ses pairs, donc que des hommes. C'est une seule femme qui s'est battue contre des hommes. C'est énorme. Pour installer une journée qui est dédiée à la femme. Aujourd'hui, le 8 mars, on célèbre les droits internationaux de la femme pour les 5 continents. L'Afrique est le seul continent à célébrer la femme. Il ne célèbre pas un segment de la femme, il célèbre la femme. C'est le 31 juillet de chaque année. Et maintenant, oui, femme collaborative. Et tout à fait, on l'a déjà célébré ensemble. Hein, voilà. Oui, tout à fait. Et femme collaborative, j'ajoute aujourd'hui, parce que j'ai aussi été une personne qui a fortement participé à cette résolution, depuis le 17 octobre 2019, d'abord à l'UNESCO, qui est une organisation onusienne, et ensuite en janvier 2020, a été instituée, donc c'est une date onusienne, la Journée mondiale de la culture africaine. Magnifique. La culture, ça n'est pas ce que je dis seulement le vivre ensemble, littérature, les objets décoratifs, les fêtes folkloriques, c'est aussi des communautés ethniques, des communautés d'individus, pas du communautarisme, mais des communautés d'individus africaines. Donc, dedans, il peut y avoir des Algériens, des Marocains, des Sud-Africains, des Camerounais et tout. C'est ce qu'on appelle une communauté culturelle et une communauté corporatiste africaine. Donc, depuis chaque 24 janvier de chaque année, les Nations Unies et l'UNESCO et le monde entier célèbrent la Journée mondiale de la culture africaine. Et quel est le vecteur le plus important pour transmettre la culture, si ce n'est la femme? J'ai envie de te dire que Mireille, bravo, parce que c'est vrai que je t'ai vu engagée, je t'ai vu participer à cette journée du 24 janvier. Et ça fait énormément plaisir que enfin que notre Afrique est mise à l'honneur. Ça, c'était important parce que c'est vrai que on entend très souvent, parce que quand on parle de sujets, notamment sur l'immigration, on a l'impression d'arriver tous ici à prendre toutes les richesses, mais les richesses sont aussi en Afrique et qu'elle a aussi cette histoire et qu'elle a apporté au monde entier. Donc, c'est vraiment agréable de savoir que toi aussi, tu nous honores et tu fais comprendre que finalement, c'est aussi une chance de travailler avec la culture africaine, qui est, comme tu dis, le berceau aussi de l'humanité, il faut le dire encore une fois. Oui, les richesses sont dans chaque continent, donc pas seulement dans le continent africain, mais les richesses du continent africain se retrouvent parce que l'Afrique est le premier partenaire économique de l'Union européenne. Et là, c'est la place de la femme qui se joue parce qu'elle est le premier partenaire économique, surtout pour les matières premières vivrières, donc agricoles. Mais qui permet cela? C'est la femme. Pourquoi? Parce que la femme, elle travaille dans les coopératives. Donc, elle est la première transformatrice des denrées alimentaires. Tout à fait. Tout à fait. Parce que quand, par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup du cacao dont les producteurs mondiaux sont, mis à part l'Amérique du Sud, mais les premiers producteurs mondiaux sont la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ouais, bien sûr. Je te mets au défi d'aller voir le producteur de cacaoyer qui te dit qu'il consomme du chocolat. Je te mets au défi d'aller à Accra, à la capitale du Ghana, et à Abidjan, à la capitale de la Côte d'Ivoire,
d'aller demander aux gens s'ils consomment le chocolat. Mm. Plus de la moitié de ces tonnages de cacao sont exportés ici en Europe et transformés. Mais la première transformation est faite par les femmes. Mais bien sûr, mais bien sûr. Que le produit soit exportable. Bien sûr. Donc, femmes collaboratives dans les coopératives. Bravo, parce que non, mais c'est vrai que moi, quand je repense à mon histoire, parce que moi aussi je suis un petit peu africaine, je pense à mes grands-parents, arrière-grands-parents, et notamment, puisque moi je suis de la montagne, donc on a ces fameuses terres, ça a toujours été des femmes qui ont cultivé nos terres, en fait. Et ça, c'est juste, j'avais eu la chance d'interviewer une femme qui avait carrément, oui, plus de 105 ans ou 109 ans, et c'était incroyable l'histoire qu'elle racontait, puisque c'était en effet, ça a toujours été les femmes qui ont géré les terres, en fait. C'est incroyable. Femme, c'est le genre féminin. Féminin. Afrique, c'est le genre féminin. Et il y a aussi une expression que je connais, mais là, la phrase entière m'échappe, mais je vais te la dire un peu de ce qui me revient. De la mer, il y a des affluents. Il y a des affluents, ça part partout. Mais tôt ou tard, ça revient à la source. Ah oui, alors là, j'adore beaucoup ce que tu dis. Et si on prend ça sous la forme d'une parabole, c'est-à-dire que la mer, M-E-R-E, donc, non, M-E-R, la mer, donc l'eau, M-E-R, a ses affluents. Ces affluents peuvent constituer sous une forme parabolique les enfants, donc la mer M-E-R-E, et tôt ou tard, ça revient à la source. Et c'est ce que nous rencontrons aujourd'hui, le phénomène que nous rencontrons aujourd'hui de répatriation. Oui, non, mais c'est vrai. Le français est une langue extrêmement riche et extrêmement noble qui a à la fois ses antonymes et ses synonymes. Donc, quel est l'antonyme de expatrié? Expatrié, c'est quand tu sors. Bien sûr. C'est impatrié ou répatriation. Mais c'est aussi une chance pour la France d'avoir aussi cette diaspora, parce que ça permet aussi de pouvoir travailler avec l'Afrique et que finalement ça fonctionne d'ailleurs encore aujourd'hui très très bien, puisque ça a été aussi un sujet qui a été mis en avant auprès de l'État de toute façon. Hein. Tout à fait, parce que nous avons un destin croisé. Et que par ce destin, c'est aussi pour ça que ces générations qui naissent et qui perdurent et qui se régénèrent les unes aux autres ne partiront pas dans un autre pays, ne partiront pas dans un autre continent et viendront toujours à la source, c'est-à-dire en France. Et que parce que tout le monde n'est pas destiné et tout le monde ne veut pas aller en Afrique, et je ne veux pas dire retourner. Bien sûr, parce que bien quand sûr, tu es né en France, tu ne peux pas dire que tu vas retourner chez toi en Afrique. Non. Mais c'est une manière de pouvoir faire c'est une manière de faire du travail, enfin de travailler de manière à l'international et d'opérer, puisque effectivement on est les enfants de cette passerelle en fait, clairement entre la France et l'Afrique. Nous sommes les enfants à la fois de cette passerelle, mais c'est-à-dire que pour ceux qui partent vers l'Afrique, c'est de toujours servir les doubles intérêts. Bien sûr. À la fois la France et l'Afrique, mais cette fois de l'autre côté. Mais oui, tout à fait. C'est win-win. Ils ne peuvent pas renier leur nationalité. Mais bien sûr. Ils ne peuvent pas se déchoir de leur état civil. Non. Sinon, ils deviendraient eux-mêmes apatrides. Non. Et je crois même l'avoir. Le pays où ils se prédestinent en Afrique, s'ils disent qu'ils sont africains par filiation, bien sûr, mais pas par naissance. Ouais, donc, tout à fait, moi, je me souviens d'un exemple d'une personne qui s'est rendue dans une ambassade africaine. La personne est africaine et l'ambassadeur lui a dit « Bienvenue dans la maison de vos parents ». Il n'a pas dit à la personne « Bienvenue chez vous » parce qu'elle n'est pas née sur le territoire africain. Il n'a pas considéré. Donc, il y a aussi les éléments de langage. Il faut savoir bien parler, bien s'exprimer. On t'accueille parce que tu es une de nos enfants culturellement et par filiation, mais pas par naissance. Ton état civil ne peut pas te trahir. Voilà. On ne va pas t'en créer un autre. On ne va pas faire un faux. Oui, tout à fait. Non, mais c'est très passionnant. Voilà. Tu es funambule. Voilà, tu dois être sur la balance et faire toujours l'équilibre. Tout à fait. Parce que nous vivons en société, nous ne sommes pas ermites, donc nous devons convenir à un certain nombre de choses. Mais de toute manière, quoi que l'être humain fasse,
ou la femme en particulier, ça sera toujours décrié, discriminé. Parce que tu ne peux pas, la perfection n'existe pas. Et quelle que soit l'une des 3 premières religions monothéistes, même dans les livres sacrés, ça n'existe pas. Non, la perfection n'existe pas. L'être parfait n'existe pas. Oui, oui, et puis on ne peut pas satisfaire 7 milliards d'habitants, c'est pas possible. De toute manière, moi, je n'ai pas l'intention de satisfaire 7 milliards d'habitants. Hein. Oh, et au contraire, justement, on a de quoi faire sur 7 milliards. Donc, quand ça ne va pas, il faut passer. Il y a tellement de personnes. Moi, j'ai déjà suffisamment à faire avec 2-3 personnes chez moi, ça me suffit. Oui. Et pour moi, et je dois m'inclure aussi dedans. Quand souvent la femme elle dit non, pas cette robe, non, ça ne va pas, non, le maquillage, c'est pas ça, et c'est pas ça. Mais oui, c'est vrai, il faut aussi se satisfaire soi-même. C'est d'abord soi. C'est très important, ça. C'est très important. Alors, tu sais, chez nous, un peu comme sur Coworking Channel et maintenant sur Femmes Collaboratives, on aime bien cette rubrique des hashtags, des 5 mots-clés. Donc, justement, à l'instant T, à ce moment-là, au moment où je te parle, comment tu pourrais représenter la femme que tu es, la femme, Mireille, en 5 mots-clés? Pour toi, tes mots forts. Ah t'as le temps. Ça, c'est pour les formats courts de Instagram et de Twitter. Mais on peut, oui, je te laisse. Oui, c'est vrai. Et c'est pas les mêmes publics selon les réseaux sociaux. Voilà, quelquefois. Passionné, universel, moi, forêt, puisqu'on nous cite toujours comme ça. Attends, il faut qu'on se place bien. Forêt. Il me reste un? Oui. Mère. Bravo, Mireille. On l'entend phonétiquement de la même manière, mais il ne s'écrit pas de la même manière. Il y a M-E-R, M-E-R-E, M-A-I-R-E. Tu vois comment nous sommes pluriels? Et c'est vrai que c'est important parce que moi qui me trouve pas très loin de la mer, et j'ai envie de te dire, ça nous symbolise vraiment. Ça nous symbolise vraiment. Donc, ce sont des mots très, très forts. Comment tu fais, toi, puisque tu as été quand même à un niveau très élevé d'un point de vue politique, tu as fait partie d'un des plus grands partis. Comment on fait pour gérer une carrière politique telle que la tienne, ainsi qu'une carrière à la fois entrepreneur? Comment tu gères tout cela ici, là, dans ce cerveau? Tout ce que tu as cité dépend de la sphère publique. Il y a des choses que tu n'as pas dites et qui sont le préambule. C'est-à-dire qu'avant d'être tout ce que tu as dit, pour avoir des enfants, j'ai été épouse. Et je suis mère aujourd'hui. Donc, tu dois rajouter ces deux-là avant. Ah oui, c'est vrai. Oui, en tant que femme, bien sûr. C'est son esprit. C'est déjà d'être bien en soi, donc d'avoir son corps et son esprit connectés. C'est une gestion, et c'est une gestion de vie que moi, on m'a transmis, et je dirais que mon père m'a transmis. Ah, une petite histoire familiale. Et qu'il y a un certain temps, j'ai constaté que cette méthodologie de vie était le schéma militaire. Parce que comment les militaires vont sur le terrain et l'esprit et le sang-froid puissent parler à leurs enfants, garder leurs moyens, ou comme moi, quand j'étais en responsabilité dans un des partis, ou quand aujourd'hui j'ai la vie que j'ai, comment je fais pour voyager et gérer mes enfants, parce que je les gère toujours, ce seront des restaurants pour mes enfants. Ils auront 80 ans et moi j'aurai 120 ans. Oui, ça reste toujours des enfants de toute façon, c'est comme ça, toujours. Parce que comment je fais quand je suis sur un de mes profils publics, soit chef d'entreprise, soit femme politique, mais pas forcément politique partisane, parce que dès qu'aujourd'hui tu dis politique, les gens pensent forcément à la partisanerie, alors que la définition étymologique, c'est organiser la cité. Et voilà pourquoi je suis parmi les 5 continents à des niveaux culturels corporatistes. J'insiste, il faut bien l'appuyer aussi. Donc, c'est toute une
tout est un équilibre de vie. Et tu ne peux le faire que si d'abord toi-même tu es bien. Bien sûr, bien sûr. Et si tu as organisé ta vie de cette manière-là. Et le combat continue, en fait, de manière infinie, en fait. Pour te répondre plus directement à la question que tu m'as posée de savoir quel point d'amélioration, je conclurai sur ceci. Effectivement, les femmes doivent être données plus de sens. Et la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Fraternité vient de frères, vient des hommes. Pour la femme, c'est sororité. Non pas dans le sens féminisme, mais dans le sens où sororité, où les femmes s'entraident et se soutiennent. Donc, sororité, et je dirais soroptimisme. Donc, les femmes entre elles, dans le positivisme, puisque ce sont les femmes qui donnent la vie. Et si je reprends le texte, référence au texte que j'ai dit tout à l'heure, effectivement, si elles font elles créent cet écosystème, elles vont sans doute permettre d'impulser les changements chez l'homme adulte. Ouais. Non, tout à fait. Comme ça, quand ils ont pris leur autonomie, puisque aussi ils se sont automatisés, ouais. Et quand ils sont rentrés dans leur autonomie, ils ont pris un chemin déviant. Mais si la femme, effectivement, elle fait preuve de sororité et de soroptimisme, elle influera sans doute l'homme à changer. Ah, très bien. Non, très bien. Bravo Mireille. Alors, peut-être pour conclure, est-ce que tu as un petit message à passer à tous ceux qui nous regardent, aux femmes et peut-être même aux hommes? Un message particulier, hein, voilà. Ou à une personne. Je dirais que ne restez pas, n'ayez pas une vision, ne voyez pas l'horizon du bout du trottoir parce que vous ne verrez jamais la fin, mais élevez-vous. C'est de dire prendre de la hauteur et de la perspective. Ça vous mettra sur le toit de l'Arc de Triomphe. C'est comme ça que vous verrez chacune des artères de votre vie, qui aujourd'hui forment les 8 étoiles de cet Arc de Triomphe. Ah, ça c'est beau. Donc ça c'est très beau. Ça veut dire qu'en fait, on a de la chance d'être des femmes. Hein. On est le plus beau trésor de l'humanité. C'est ça. C'est ça. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Cette positivité tout autour de la femme, ça fait vraiment du bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Mireille, d'avoir contribué en tout cas à ce message magnifique, à l'occasion, bien sûr, encore une fois, de cette journée internationale des droits de la femme. Alors, tu vas aussi nous suivre hein, pendant le lancement du concours Femmes collaboratives. Tu vas intervenir avec nous, hein, donc on compte sur toi. Tu feras peut-être certainement partie de notre jury. Et puis vraiment, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Et puis, j'espère qu'on aura la chance de collaborer sur de beaux projets. Je le souhaite aussi. Voilà. Je le souhaite totalement. Mais je n'attendrai pas l'occasion de votre lancement parce que je vous suis tous les jours. Donc. Bye bye à tous ceux qui nous regardent. Bye bye à tous. Merci, merci en tout cas de nous avoir suivis. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comment on peut te joindre, Mireille? Donne compte de quelle manière tu es présent sur les réseaux sociaux, évidemment. C'est ça. Donc, je suis présente sur tous les réseaux sociaux. Soit vous cherchez avec Mireille, cherchez avec Mireille Mouélé. Voilà, parfait. Sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est le même nom avec Mireille Mouélé qui est sur Insta, sur Facebook, sur LinkedIn. Non, sur Twitter, c'est juste mon compte professionnel. Très bien. Bon, écoute, déjà, avec tout cela, on va pouvoir te trouver. Et puis, on vous dit à très bientôt. Et sur ma page, j'ai une page YouTube. Et par contre, c'est Mireille Mouélé. Ah, faut le dire, la page YouTube. Donc, en fait, elle fait des vidéos, Mireille aussi. Elle est devenue youtubeuse. Donc, c'est Mireille Mouélé. Donc, c'est super. Moi, je vais te suivre alors aussi. Bon, je pense que de toute façon, il est question qu'on fasse des vidéos ensemble. Donc, il est possible qu'on ait une rubrique. On va pas en dire plus, mais ça va certainement arriver bientôt. Voilà, on fait plein de bisous à tous. Et puis, suivez-nous comme d'habitude sur Femmes Collaboratives, sur Coworking Channel. Et suivez Mireille Mouélé avec Mireille Mouélé sur Facebook notamment. Voilà. Bisous. Bisous. Merci. Bonsoir à tous.